Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de construire le pire joueur de tennis. Alors, c'est l'ATP qui m'a donné l'idée avec leur petite capsule avec mon fils, Medvedev, etc. où on leur demande de choisir les attributs d'un joueur ou d'un autre pour construire le meilleur joueur possible. Et bah nous on va faire la même chose, mais on va construire le pire joueur possible. C'est parti. Bien évidemment, on se concentre que sur les joueurs pros, je ne vais pas donner le nom de personnes, parce qu'il y en a qui mériteraient d'être là quand même, des gens que je connais. Mais non, on se concentre quand même sur les joueurs pros, et sincèrement, ce mec-là, je suis pas sûr qu'il arrive dans le top 100. Et on commence ce pire joueur par son service. Alors, j'ai choisi Diego Schwartzmann. Malheureusement, voilà, bon. Il n'y est pas pour grand-chose, le pauvre, mais il fait qu'1m70, voire moins. Et malheureusement, bah, t'as pas de puissance, t'as pas d'angle. Ton service, il est moyen, hein, vraiment très moyen. Diego Schwartzmann, il met environ un ace par match et il fait environ 3 doubles. Voilà, donc le ratio est pas bon, tu gagnes pas de points derrière ton service et potentiellement t'es même en difficulté. Donc ouais, Diego Schwartzmann au service. Désolé, sa technique est pas spécialement mauvaise, pas spécialement bonne, mais juste t'es petit. Voilà, désolé. Je suis pas très grand non plus, on se comprend. Pour le coup droit, alors là, il n'y a eu aucune hésitation, vraiment. Celui-là, c'est peut-être le coup sur lequel j'ai moins hésité. Mais le coup droit de Benoît Paire, oh mon Dieu. Oh. Ah, il est immonde, vraiment. En plus d'être immonde, il n'est pas efficace. Tu te dis, ce serait un coup droit efficace. Encore bon, une technique moche mais efficace. On a Daniil Medvedev, on a Adrian Manarino. Mais là, Benoît Paire, c'est moche et inefficace. Donc, ouais, non, Benoît Paire, regardez un peu, voilà, là, je vais vous mettre des images de sa technique. Ouais, c'est effrayant. Effrayant, Benoît. S'il avait un meilleur coup droit, il serait allé plus haut dans le classement. Et ouais, bon bah désolé Benoît, mais il faut travailler le coup droit. Pour le revers, alors j'ai quand même beaucoup tapé sur le revers de Tsitsipas, mais j'ai trouvé pire. J'ai trouvé pire que Tsitsipas côté revers. Matteo Berrettini, il faut en parler de son revers. Déjà, je parle vraiment du revers pur et dur, je ne parle pas du slice de revers, parce qu'il a un excellent slice, mais son revers lifté, frappé, en fait il n'y en a pas. Quand tu regardes les matchs de Berrettini, tu te rends compte que côté revers, il n'y a que du slice, il n'y a que ça, ou des décalages coup droit. Et dès qu'il commence à frapper un revers, bah, la zone est rarement bonne, ça fait rarement du dégât, et tout de suite il se met en difficulté dans l'échange. Sinon Berrettini, son revers, je ne sais pas comment il a atteint le top 10 avec un revers comme ça. Il a un jeu qui est asymétrique au possible, et donc si notre mec a le coup droit de Benoît Paire et le revers de Berrettini, bah, bonne chance. On reste côté revers et on passe au slice. Alors le slice, c'est compliqué de choisir un joueur parce que bah en fait, t'as des joueurs qui n'en frappent pas. T'as des joueurs qui font jamais de slice. Genre Andrei Rublev, tu le vois jamais faire un slice. Medvedev un peu plus, voilà, ça arrive. Sinner avant, tu le voyais pas, maintenant il slice, c'est pas trop mal. Non, j'ai choisi un joueur qui quand même, tu peux voir des slices de lui dans ses matchs. Oh, Tsitsipas, désolé, hein, je t'ai laissé tranquille sur le revers, mais sur les slices, je peux pas. C'est quoi cette technique? Il est comme ça, d'un coup, enfin, Tsitsipas, il a un slice, on a l'impression qu'il est tout... C'est désarticulé, c'est pas dans le rythme, puis c'est hyper flottant, son slice, il fait 0 dégâts, c'est vraiment un slice pour dire, merde, je suis à la bourre, faut que je renvoie la balle. Hein. Au rebond après, il n'y a rien, il n'y a pas d'effet, non, le style de Tsitsipas, vraiment, c'est compliqué. Hein. Ah, notre joueur, il va jamais passer les premiers tours de Grand Chelem, d'ATP 250, je sais même pas, il va jouer en futur, notre joueur. On passe maintenant à la volée, et j'ai beaucoup réfléchi, et en fait, t'as des joueurs, tu les vois jamais à la volée, hein. Mais est-ce que c'est eux que t'as envie de mettre à la volée? Bah oui, je sais pas. Mais du coup, j'ai réfléchi et j'ai mis Daniil Medvedev, puisque tu le vois jamais à la volée. Il y a des points où tu te dis, il peut monter, et il monte pas. T'as le temps de monter, t'as fait la différence avec un coup, tu te dis, il va monter, il va finir. Et non, le bouc, il reste au fond, il reste campé sur sa ligne de fond, il ne montera pas au filet. Hein. C'est un allergique, il montera au filet que si tu le obliges avec un amorti. Voilà, c'est la seule façon où Medvedev monte à la volée. On ne le voit jamais monter de son plein chef. Et je pense à ce point contre Alcaraz au Master, où Alcaraz finit par le gagner, et où Medvedev, 2 fois, il a le temps de monter à la volée et finir le point, il ne le fait pas, et il se fait punir. Donc désolé, mais Daniil, il faut travailler la volée, hein, faut y aller plus souvent. Bon, pour les amortis, je reste dans mes gars du top 10, parce que, pareil, les amortis, t'en fais pas, on peut pas juger, on sait pas si t'es bon ou pas. Mais bon, on va juger, et Andrei Rublev, bon... Un peu un Daniil Medvedev. Après, on l'a vu, ça lui arrive de monter à la volée quand il est en difficulté. Contre Djokovic à Bercy, il est pas mal monté, c'était bien.
Par contre, aucun amorti, hein, jamais un seul amorti. Rublev, c'est je bombarde, je bombarde, je bombarde, je bombarde, je bombarde. Il n'y a pas de slice, pas d'amorti, pas de montée au filet. Sauf quand il est en difficulté. Voilà. Mais donc, voilà, Rublev aux amortis, je pense que c'est un choix qui est assez logique. D'ailleurs, si vous avez des choix autres que les miens ou des gens à qui j'ai pas pensé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Le retour de service est un art qui a été masterisé, c'est pas français mais je m'en fous, qui a été masterisé par Novak Djokovic. Et puis t'as des gens qui ne savent pas faire, comme Christopher Eubanks. Alors là pour le coup je me suis aidé des stats de l'ATP, parce que pareil j'avais pas un joueur qui me venait en tête. Et Eubanks, cette année là en 2023, c'est le gars qui a le plus mauvais ratio en termes de retour de jeu gagné sur le retour. Eubanks il a gagné 12% des jeux de retour cette année, 12%. Hein, 12%. C'est-à-dire que tu joues 100 jeux de service contre lui, t'en gagnes 88. C'est quand même énorme. Voilà, donc Eubanks, le pire retourneur de la saison. Et en vrai, maintenant que j'y réfléchis, c'est pas si déconnant. Après, on a la vitesse. La vitesse. Et oui, la vitesse. Et là, on va utiliser la jurisprudence d'Igo Schwartzman pour placer Ivo Karlovic. Parce que Ivo Karlovic, ses services avaient beau aller très vite. Alors lui, sur le terrain, il allait pas vite du tout, hein, le ref. Hein. En même temps, compliqué de déplacer 2,11 m à la vitesse de Carlos Alcaraz. Mais, ah non, Ivo Karlovic, il avait des jambes, c'était des mollets, c'est des ficellos, ça bougeait pas. Ça servait, juste, ça servait. Et ouais, Ivo Karlovic, dès que l'échange s'engageait, de toute façon, il suffisait 3 frappes pour qu'il explose. À la bourre, au deuxième coup, voire même au premier. Donc non, Ivo Karlovic à la vitesse, je pense qu'on est sur un choix raisonnable. Et maintenant, on passe au mental. Le mental, qui ne lâchera pas un match? Ne lâchera pas un point, même quand il joue contre son petit-neveu? Ouais, bon, il y a Novak Djokovic, il y a Rafael Nadal, et puis t'en as qui sont prêts à te balancer des matchs. Et là, le choix, la panoplie, elle a été large, hein. Et j'ai choisi Bernard Tomic. Alors, Bernard Tomic, peut-être que vous suivez le tennis depuis pas très longtemps et que vous le connaissez pas, mais ce mec était bon, hein. Ce mec était très loin d'être mauvais. Mais quand je l'ai vu balancer un match en 25 minutes, j'ai compris que ce mec-là, ah oui, non, mais il est bon, mais quand il veut pas jouer, il veut vraiment pas jouer, hein, et il fait même pas semblant. Bon, j'ai rajouté un petit truc de ma création, parce qu'il y a le trophée Stéphane Edberg chaque année qui récompense le joueur le plus fair-play sur le tour. Mais il n'y a pas un trophée qui décerne le mec le moins fair-play sur le tour. Et là j'en ai pensé à quelques-uns, hein. J'ai pensé à Cameron Norrie qui triche sur une marque contre Carlos Alcaraz à Rio. J'ai pensé à pas mal de monde en vrai, mais Hugo Gaston, pas mal, non, c'est français. Non, Hugo Gaston quand même, à Madrid, contre Borna Coric, balle de 7, Coric qui va pour frapper un smash, et t'as Gaston qui sort une petite balle de sa poche et qui la lance sur le terrain pour faire « Non, regarde, la balle elle est tombée de ma poche, on rejoue le point ». Non, c'était hideux, hein. Et puis même, il a pris une amende qui était supérieure à son prize money de l'année précédente, hein. Qui a été réduite en appel, c'est vrai, mais quand même, hein. Ce niveau de ratitude est quand même assez exceptionnel. Bon, et bah ça y est, on a notre joueur. Sera-t-il top 500? Sera-t-il top 200? Sera-t-il numéro 1 mondial? Ne sera-t-il pas dans le top 1000? Jouera-t-il en amateur jusqu'à la fin de sa vie? Ou arrêtera-t-il le tennis à cause de sa nullitude? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. On essaiera de refaire le même concept, mais cette fois on créera un bien meilleur joueur. Un joueur qui resterait numéro 1 mondial pour 10 ans minimum. Et oui, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à me dire les joueurs à qui je n'ai pas pensé pour chaque catégorie. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!